Figaro Live, il est 11h11. Bonjour à tous. Une question se pose ce matin. Qui ira à Riyad pour ce qu'on appelle le Davos du désert? La question revient à chaque révélation sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Aux dernières nouvelles, notre confrère est mort dans une bagarre qui a mal tourné. C'est la dernière version des autorités saoudiennes. Faut-il y croire? Avant d'en débattre, une question toute simple. Mais qui était vraiment Jamal Khashoggi? Voici les précisions du spécialiste Moyen-Orient au Figaro, Georges Malbruno. Jamal Khashoggi est un journaliste saoudien de renom qui occupait récemment un poste de contributeur régulier au Washington Post. C'est quelqu'un qui est à la fois issu d'une grande famille, Khashoggi. Son oncle Adnan avait été un vendeur d'armes dans les années 60-70, un intermédiaire également entre les Américains et les Saoudiens. Et c'est quelqu'un aussi, Jamal Khashoggi, qui connaît très très bien le système saoudien, qu'il a promu parce qu'il a été pendant longtemps à la fois journaliste, patron de journaux, conseiller de prince, agent du renseignement probablement. Il était notamment très proche du prince Turki Al-Faisal, qui a été pendant 24 ans chef des services de renseignement de l'Arabie Saoudite avant d'être nommé ambassadeur en Grande-Bretagne et à Londres. Donc c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de secrets, à la fois sur des transactions et à la fois le fonctionnement du système saoudien, le fonctionnement des services de renseignement. C'est quelqu'un qui vivait en Arabie Saoudite jusqu'en 2017, lorsque il a senti qu'il était en danger parce que le prince Mohammed bin Salman, le prince héritier depuis juin 2017, ne supportait pas ces critiques. Or, les critiques de Jamal Khashoggi étaient assez fortes, à la fois sur l'aventurisme de Mohammed bin Salman au Yémen, pays dans lequel il a déclenché une guerre en 2015, à la fois également critique de son autoritarisme à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Le prince Mohammed bin Salman a embastillé des opposants, des religieux, des femmes, même s'il leur a donné en parallèle le droit de conduire, a embastillé également beaucoup de princes. Vous vous souvenez, cette fameuse purge anticorruption à l'automne dernier, où il a embastillé dans un hôtel 4 étoiles de Riyad un nombre considérable de princes qu'il accusait de corruption. Et donc, Jamal Khashoggi a senti qu'il n'était plus en sécurité à Riyad, et il a choisi d'aller s'exiler aux États-Unis. Et depuis, on n'a plus de nouvelles donc, de Jamal Khashoggi depuis un peu plus d'une quinzaine de jours maintenant. Alors question, faut-il sanctionner l'Arabie Saoudite? C'est la question qu'on va poser à nos invités. C'est la question qu'on vous pose également sur Twitter. #Figaro Live, #les décrypteurs. Bonjour Sofiane Muth. Bonjour. Vous travaillez à Reporters sans frontières, vous êtes en charge de la zone Moyen-Orient. Je précise que votre association fait un travail remarquable depuis un certain nombre d'années pour justement, au-delà de toute idéologie, au-delà de toute discussion, alerter sur les atteintes à la liberté de la presse et alerter à travers ça sur les atteintes à la liberté et à la vérité et à l'information. On va regarder les images de la vidéosurveillance du consulat d'Arabie Saoudite. Ce sont en quelque sorte les dernières images où l'on voit les personnes qui auraient participé à la disparition de Jamal Khashoggi. Où on en est à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, dans l'enquête sur la disparition de Jamal Khashoggi? On en est avec des déclarations officielles de l'Arabie Saoudite sur une version qui n'a pas l'air très crédible. Une bagarre à l'intérieur d'un consulat, ça semble assez peu crédible. Peut-être qu'ils voulaient dire qu'ils ont essayé de l'extrader, qu'il n'a pas voulu et qu'ils en sont venus aux mains. On avait aussi d'autres versions qui avaient été données par des sources turques qui disaient qu'il s'agissait réellement d'un assassinat prémédité avec des détails particulièrement horribles. Mais on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qui s'est passé. On n'a toujours pas le corps de Jamal Khashoggi.
Qu'est-ce que vous demandez justement ? Ce que nous demandons, nous, justement, c'est une enquête indépendante et transparente. Parce que si... Mais qui peut faire une enquête indépendante et transparente ? Seule l'ONU pourrait le faire, et il faudrait que la Turquie et l'Arabie Saoudite l'acceptent, ce qu'elles ne veulent pas pour le moment, disant que leurs enquêteurs seraient à même de faire toute la lumière sur cette affaire, mais cela nous semble peu vraisemblable, étant donné que l'Arabie Saoudite est complètement opaque et que la Turquie n'a pas non plus la réputation d'être particulièrement transparente dans son système judiciaire. Pourtant, le président Erdogan doit s'exprimer, en tout cas c'est ce qu'on a appris ce matin, dans les prochaines heures. On parle de demain devant le Parlement turc pour faire la lumière sur cette affaire. Et selon le porte-parole de l'AKP, le parti au pouvoir en Turquie, Ankara va révéler tout ce qui a pu se passer. Vous y croyez pas ? On verra demain. Sur l'état de la liberté de la presse en Arabie Saoudite, quel est-il vraiment ? Eh bien, on ne peut pas dire que la presse soit libre du tout en Arabie Saoudite. La plupart des médias sont inféodés au pouvoir, soit directement, soit indirectement. Comment sont-ils inféodés au pouvoir ? Eh bien, soit ils appartiennent directement au gouvernement, comme la chaîne Al Arabiya, qui, ces 2 dernières semaines, avait donné complètement soutenu la version du gouvernement et qui, au lieu de donner des explications crédibles à ce qui aurait pu arriver à Jamal Khashoggi, s'était contenté de dire que tout ce que les autres médias disaient, qui sont liés à des pays que l'Arabie Saoudite soit déteste, comme le Qatar, soit n'aime pas beaucoup, comme la Turquie, étaient des mensonges destinés à salir l'image de l'Arabie Saoudite. Ce que vous dites, c'est que par exemple sur Al Arabiya, on ne cherchait pas à réfuter ce qui était dit sur Al Jazeera, pour parler clair, mais simplement... on le réfutait de manière complètement absurde. Par exemple, non, la fiancée n'est pas sa fiancée, ou alors, non, il n'a pas disparu, il est ressorti. Vous disiez, il y a pas de, donc il y a des médias qui sont, vous dites, inféodés au pouvoir, qui appartiennent dans tous les cas au gouvernement, qui sont des médias publics, et vous dites d'autres médias. Donc, les journalistes qui souhaiteraient pouvoir faire leur travail de manière indépendante et honnête ne trouvent pas d'endroit où s'exprimer. C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, il y avait énormément d'informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, puisque c'était le seul média non traditionnel, mais où les journalistes pouvaient faire circuler de l'information. Donc il y a des gens qui avaient fait des comptes Twitter cachés ou qui s'exprimaient sur Telegram ou sur Snapchat, mais même ces réseaux ont été infiltrés, ont été par différents moyens, on a parlé de systèmes de surveillance, etc. Et donc, par les services de renseignement ? Par les services de renseignement saoudiens. Mais par contre, c'est pas, d'un autre côté, c'est par la Corée du Nord. Et tous ces gens ont été arrêtés. Jamal Khashoggi, comme Georges Malbruno le disait, a senti qu'il fallait partir afin d'éviter une arrestation. Mais entre septembre, octobre, décembre de l'année dernière, c'est plus d'une quinzaine de journalistes et de citoyens journalistes qui a été arrêtés. Et cette année encore, on a 2 blogueuses et journalistes, dont celle qui était assez connue quand même, Iman El Navjan, qui faisait le blog Saudi Woman, qui a également été arrêtée. Et un blogueur, effectivement, dont le sort avait particulièrement ému déjà en Occident, qui avait été condamné à un certain nombre de coups de fouet, il me semble. Un dernier point, vous connaissiez Jamal Khashoggi ? Nous nous étions parlé l'année dernière lorsque je lui avais demandé pourquoi il était parti d'Arabie Saoudite et s'il pouvait me décrire la situation de la liberté de la presse. Il m'avait dit que c'était une dégradation terrible qui l'avait justement conduit à partir. Et comme homme, il était comment ? Il était très gentil et très serviable. Merci beaucoup pour ces premières précisions, Sofiane Muth. Je précise que vous travaillez à Reporters sans frontières et que vous êtes en charge de la zone Moyen-Orient. Alors, Jamal Khashoggi, il avait beaucoup d'informations, on l'a entendu tout à l'heure grâce à Georges Malbruno, parce qu'il était également issu d'une grande famille. Et il connaissait un autre Saoudien célèbre, c'est un détail qu'on connaît peu, enfin, en tous les cas, dont on a peu parlé depuis ces 15 derniers jours, mais il connaissait bien Oussama Ben Laden. Ils se sont vus à plusieurs reprises, et voici, selon Georges Malbruno, comment ça s'est passé et surtout pourquoi ça s'est passé. C'est quelqu'un aussi qui, dans sa jeunesse, a été frère musulman. Comme d'ailleurs Oussama Ben Laden, les 2 familles d'ailleurs se connaissaient. Et Jamal Khashoggi, pour la petite histoire, a été le dernier officiel saoudien que l'Arabie Saoudite a envoyé rencontrer Ben Laden en 1995 lorsque le chef d'Al-Qaïda était replié au Soudan pour négocier son retour en Arabie Saoudite. Ça a été raconté dans des livres. Jamal Khashoggi a dîné à 3 reprises avec Oussama Ben Laden. À chaque fois, Jamal lui demandait « Tu m'as dit off
la violence contre l'Arabie n'est pas productive, est-ce que tu peux me le répéter avec mon magnétophone? Et Ben Laden n'a pas voulu répéter ça. C'était la transaction, c'était ce que les autorités saoudiennes voulaient arracher de la bouche de Oussama Ben Laden via Jamal Khashoggi, donc qui est quelqu'un qui était extrêmement à la fois intégré dans le système, c'est un homme du ferraille. Et c'est la raison probablement pour laquelle Mohammed bin Salman, le nouvel homme fort de l'Arabie Saoudite, ne supportait pas ces critiques. Bonjour Stéphane Lacroix. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Arabie Saoudite au CERI, le Centre d'études et de relations internationales de Sciences Po. Vous connaissiez Jamal Khashoggi? Oui, depuis 15 ans. Ça fait partie de ces gens que les chercheurs, les journalistes, les diplomates connaissent. Et ça explique aussi un peu l'émotion générale face à sa disparition brutale et violente. Parce que je pense que c'est quelqu'un c'est une affaire personnelle pour beaucoup de monde en fait. Quelqu'un qui connaissait très bien la presse étrangère en particulier. Et si les journaux américains couvrent l'affaire comme elle la couvre, c'est aussi pour ça. Et c'est aussi la même chose pour nous, les chercheurs, et pour les journalistes. Enfin, c'est une affaire qui n'est pas simplement... c'est pas une mort abstraite, quoi. Ça répond à la question justement de Pierre, qui était formulée un peu brutalement, mais qui, en tout cas, manifeste une question qui est sous-jacente et qui est un peu diffuse. Au final, ce n'est pas la première fois qu'un pays se débarrasse de quelqu'un qui gêne. Et la question, c'est pourquoi justement ça prend une telle ampleur, et vous venez d'y répondre. Normalement, en Arabie Saoudite, il y a un homme qui s'appelle le roi, et qui s'appelle le roi Salman. Il a 86 ans, il règne depuis janvier 2015. Comment ça se fait qu'on parle aussi peu de lui et qu'on parle surtout de son fils ? Parce qu'il a promu son fils, non seulement au poste de prince héritier, mais au poste d'homme fort. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est mis en retrait pour son fils. Et de fait, aujourd'hui, le roi, il n'a plus prise sur les affaires du royaume. Alors, peut-être que justement, une solution pour la sortie de crise qui est aujourd'hui évoquée, ce serait que le roi reprenne les choses en main, considère que ce fils auquel il avait transmis la main a montré ses limites, et donc il faut que le roi revienne sur la scène. Mais pour le moment, le roi est hors jeu d'une certaine manière. Et donc toute cette politique à laquelle on assiste, tous ces changements depuis 2 ou 3 ans, c'est le fait du prince héritier. Ce prince héritier qui, effectivement, au départ, a voulu proposer ce programme de réforme, la vision 2030, etc., suscitant un certain enthousiasme en Arabie et à l'étranger, mais qui aussi a montré qu'il avait une vision de l'État qui était une vision ultra-autoritaire, considérait que toute critique devait être écrasée. Et là encore, c'est important de voir que l'Arabie Saoudite n'était pas comme ça. C'est justement ce qu'écrivait Jamal Khashoggi, qui a vécu dans le système saoudien longtemps. Beaucoup de ceux qui nous regardent vont dire finalement l'Arabie Saoudite, ça a toujours été une dictature brutale. Pourquoi aujourd'hui on s'émeut qu'elle tue un de ses opposants? Elle a toujours fait ça. Et en fait, c'était un peu différent. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a toujours été une dictature, c'est vrai, ça n'a jamais été une démocratie en quoi que ce soit. Mais avant 2015, on était dans un pays qui faisait ce que j'ai appelé du paternalisme autoritaire. On essayait de coopter, on essayait d'acheter, on essayait d'arrondir les angles. Vous l'avez dit tout à l'heure, même avec Ben Laden, on envoyait un envoyé, c'était en l'occurrence Khashoggi à l'époque, justement, ironiquement, pour dire, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que tu reviennes au pays, il faudrait que tu arrêtes, combien tu veux. Oui, on était dans autre chose. On ne partage pas le pouvoir, mais quand même, il y a un système quand même qu'on voit souvent au Moyen-Orient, je parle sous votre contrôle, de consensus. Le système de la Choura en Afghanistan, où on échange quand même, on n'impose pas par oukase. C'était comme ça par le passé. C'était un système multipolaire. Il y avait beaucoup de princes qui se partageaient le pouvoir. Ces princes protégeaient tel ou tel segment de la société civile. Ça permettait une sorte de pluralisme à minima, quoi. Aujourd'hui, vous avez un seul homme qui a pris le pouvoir pour lui en écrasant tous les autres, avec une verticale du pouvoir qui n'a jamais existé en Arabie. On était plutôt dans un système horizontal de consensus, comme vous dites. Et donc aujourd'hui, et pour revenir sur l'affaire Khashoggi, tous ceux en Arabie qui essayent d'expliquer que le prince ne savait rien, se foutent de nous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui... Vous parlez du prince Mohammed bin Salman. Le système qu'il a construit est précisément un système qui lui est tout entier dévoué. Donc aujourd'hui, précisément pour ça, il ne peut pas dire « je ne savais pas ». Une autre question, Stéphane Lacroix. Demain s'ouvre à Riyad le forum des investisseurs, ce qu'on appelle le Davos du désert. Est-ce qu'on sait, en l'état actuel des choses, qui ira et qui n'ira pas? On voit petit à petit les uns et les autres se retirer. Alors on va voir si
les nouvelles de ce week-end vont accélérer les retraits. On a déjà de grands noms qui ont dit qu'ils n'y allaient pas, en particulier dans les nouvelles technologies. Des entreprises californiennes, Uber et autres, ont indiqué qu'ils n'y allaient pas. Il y avait encore, en particulier les officiels. Christine Lagarde, jusqu'aux dernières nouvelles, était censée encore y aller. Je ne sais pas si ça a été, s'il y a du nouveau sur elle. Mais peut-être que voilà, ce week-end, on a eu d'abord, dans un premier temps, si vous voulez, Trump et les Occidentaux qui ont reculé en disant, bon, la version saoudienne, dans un premier temps, a été jugée crédible, vous avez vu ça. Et puis, de nouveau... C'était Trump qui disait ça, c'était pas Trump la France. a dit ça. La France a dit, on attend, on veut une enquête. Enfin, on n'a pas été non plus très dur avec les Saoudiens. Et puis, hier, des déclarations beaucoup plus dures. À la fois, Trump est revenu sur sa position et a dit, non, finalement, ce sont des mensonges. Angela Merkel a évoqué une suspension des ventes d'armes. Donc là, on a la pression qui remonte et on peut imaginer peut-être que de nouveaux participants à la conférence vont aujourd'hui annoncer leur retrait, puisque la conférence commence demain. Merci pour ces premières précisions. Justement, Stéphane Lacroix, il y a un pays dont on n'a pas parlé depuis le début de cette crise, en tout cas peu parlé, c'est Israël. Thierry Oberlé est avec nous en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le nouveau correspondant du Figaro sur place. Comment Israël réagit à l'affaire Khashoggi ? C'est-à-dire qu'il y a assez peu de réactions des politiciens, mais en revanche, beaucoup de commentaires, surtout dans la presse. Et la grande interrogation, c'est est-ce que cette affaire Khashoggi va avoir un effet sur le début de rapprochement israélo-saoudien qui a existé depuis que MBS est au pouvoir, en tout cas depuis qu'il est au pouvoir. Il y a des liens qui sont affichés, en tout cas, même s'ils pouvaient exister précédemment. Alors la crainte, c'est que en fait cette affaire puisse nuire à cet axe qui est en train de se dessiner, américano-saoudien, israélien, contre l'Iran. Parce que ici, bien sûr, l'obsession, c'est l'Iran et tout ce qui peut être contre l'Iran et affaiblir l'Iran est bien sûr bien perçu. Voilà, c'est surtout cette crainte dont on parle ici. Est-ce qu'il y a, ce sera ma dernière question Thierry, est-ce qu'il y a des appels justement dans la presse israélienne, notamment, à ce que l'État hébreu lâche Mohammed Ben Salman ? Non, pas du tout. En revanche, on revient beaucoup sur le narratif de MBS, de Ben Salman. C'est-à-dire que les Israéliens qui ont l'habitude de constater que dans les pays qui les entourent, il y a souvent des successions dynastiques avec mais qu'il s'agisse de monarchie, mais aussi de régimes dits républicains. Lorsque les jeunes dirigeants apparaissent, il y a toujours un narratif avec l'histoire du jeune prince libéral qui est en phase avec la modernité, qui va changer les choses. Et d'une certaine manière, on considère ici que c'est une sorte de fable orientale, le mythe de l'héritier réformateur, et qu'on avait vu déjà par le passé, que ce soit avec Bachar ou avec d'autres dirigeants, que finalement on passe assez rapidement du réformateur au tyran machiavélique. Et dans le cas présent, en fait aussi, on insiste aussi sur l'impulsivité de cette personne qui est considérée donc comme très impulsive, qui va prendre le risque de démembrer un résident américain dans un de ses consulats. Et on se demande quel est le degré de fiabilité d'un tel allié, alors que jusqu'à présent, il y avait une politique on s'appuie un peu sur les Saoudiens pour trois raisons. D'une part, pour contrer l'Iran, mais aussi pour éventuellement, avec les États-Unis, faire entrer l'Arabie Saoudite dans une solution de paix qui serait imaginée par l'équipe Trump concernant la question palestinienne. Merci Thierry pour toutes ces précisions. Et effectivement, on précise qu'une partie des derniers tweets de Jamal Khashoggi concernait le conflit israélo-palestinien. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant du Figaro à Jérusalem. À l'instant, Claude nous demande les intérêts économiques des pays occidentaux avec l'Arabie saoudite entravent-ils l'enquête ? Ce sera une question qu'on va poser en deuxième partie de cette émission. L'autre question qu'on peut se poser, c'est faut-il sanctionner l'Arabie saoudite dans l'affaire
Rastogi. Et pour l'instant, vous êtes une large majorité, une écrasante majorité à répondre oui. Vous continuez à voter sur Twitter, #Figaro Live, #des décrypteurs, à continuer à poser vos questions. Je salue Georges, Joël, Mohamed et Farouk notamment, qui ont commencé à s'exprimer. Vous continuez, puisqu'on parle de sanctions de l'Arabie Saoudite, à l'encontre de l'Arabie Saoudite, il y a un pays dont on parle depuis le début de cette émission, en revanche, qui est très embarrassé, ce sont les États-Unis. L'illustration de cet embarras, elle est notamment manifeste dans ces propos qui ont été tenus par le secrétaire d'État Mike Pompeo. I told President Trump this morning that we ought to give them a few more days to complete that so that we too have a complete understanding of the facts surrounding that, at which point we can make decisions about how or if the United States should respond to the incident surrounding Mr. Khashoggi. I think it's important for us all to remember too, we have a long, since 1932, a long strategic relationship with the Kingdom of Saudi Arabia. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Vous êtes chroniqueur diplomatique au Figaro, grand reporter, et vous avez signé la semaine dernière une interview de Christine Ockrent, qui est auteure d'une première biographie de Mohamed Ben Salman. Vous-même, première question, vous connaissiez Rastogi ? Je ne le connaissais pas, je connaissais son oncle, Adnan Rastogi, et je connaissais son grand-père, le médecin d'Ibn Saoud. C'est une grande famille de Jeddah, les Rastogi, mais je ne connaissais pas le journaliste personnellement, parce que pour préciser ce qui a été dit depuis le début de cette émission, le ministre des Affaires étrangères saoudien a quand même reconnu ce matin qu'il y avait bien eu un meurtre, donc il a reconnu l'assassinat de Khashoggi par les autorités saoudienne. Quant à Christine Lagarde, je crois qu'elle a dit qu'elle n'irait pas au forum le forum des investisseurs à Riyad. Merci pour ces deux précisions justement qui justement nous permettent d'avancer un petit peu dans la connaissance de cette affaire. Puisque vous avez une longue discussion avec Christine Ockrent sur Mohamed Ben Salman, est-ce que justement cette mort présumée, cet assassinat présumé de Jamal Khashoggi est dû, selon vous, à un despotisme de Mohamed Ben Salman ? Il y a tout à fait, à l'évidence, un despotisme en Arabie Saoudite. Ça a été d'ailleurs relaté ici. C'est un petit peu... il est allé un peu trop loin, si vous voulez, mais cette mort est très médiatisée parce que Jamal Khashoggi, d'abord par les conditions de son assassinat et les mensonges successifs des Saoudiens, ça a capturé l'imagination en fait de centaines de millions de personnes, cette affaire Khashoggi, avec tous ces détails macabres. Et qui n'ont pas été donnés par les Saoudiens. Qui ont été donnés par les services turcs et qui les ont donnés à la presse turque. C'est une affaire qui a passionné tout le monde. Mais c'est vrai que par rapport, il a davantage de sang sur les mains. Notre ami MBS, Mohamed Ben Salman, il a commencé une guerre tout à fait inutile au Yémen, une guerre pas courageuse parce que les soldats saoudiens sont tellement mauvais qu'ils n'osent pas aller affronter dans les montagnes au sud de l'Arabie saoudite et au nord du Yémen les Houthis, qui sont une sorte de... Les chiites. On dit pourtant que justement les Saoudiens commencent à s'aguerrir en faisant cette guerre. Eh bien, écoutez, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, on sait qu'ils ont détruit beaucoup d'écoles. Ils ont tué des dizaines et des dizaines d'enfants. On a eu des images horribles de ce qu'ils font. Ils ont, le pays, ils ont créé en fait une catastrophe humanitaire au Yémen, alors qu'il n'était absolument pas avéré que le Yémen était une menace pour l'Arabie saoudite. Il n'aurait pas dû se mêler des affaires intérieures du Yémen. Or, ils l'ont fait, ils ont cru qu'ils allaient gagner la guerre. Ils ne l'ont toujours pas gagné. Ils devaient prendre un port à Hodeïda. Ils ont annoncé qu'ils l'avaient pris. Ils ne l'ont toujours pas pris. Ils n'ont aucune chance de gagner cette guerre, en fait. Je reviens au Forum des investisseurs à Riyad, dont vous avez évoqué tout à l'heure. Donc Christine Lagarde, le snob, la France également. Est-ce que ça peut affaiblir l'Arabie saoudite ? Est-ce que les contrats colossaux que l'Arabie saoudite a passés avec les pays occidentaux ne la protègent pas, ne lui permettent pas de faire un peu ce qu'elle veut ? J'ajoute en plus que tout le week-end, on a vu le monde sunnite faire bloc derrière l'Arabie saoudite. On ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est ce qu'a dit un journaliste libanais cité ce matin
par nos confrères de France Info. Oui, évidemment. Alors d'abord, pour un royaume qui dépense 900 millions de dollars par an en relations publiques, le résultat n'est pas terrible, si vous voulez. Il y a un petit peu de gâchis. D'accord sur ce plan-là. Voilà. Mais sur le plan géopolitique. Ensuite, les grandes entreprises, effectivement, vous l'avez dit, qui n'ont pas automatiquement besoin du marché saoudien, vont s'en passer parce que leur image est importante aussi, et l'image de l'Arabie saoudite est extrêmement dégradée. Est-ce qu'il va y avoir un changement fondamental, n'est-ce pas, de géopolitique, c'est-à-dire la remise en cause du pacte du Quincy, c'est-à-dire ce pacte entre Roosevelt et Ibn Saoud de 1945, et une garantie de protection de l'Arabie saoudite par les États-Unis qui a été renouvelé en 2005 pour 60 ans. Le pacte du Quincy, c'est des pactes à 60 ans. Je ne pense pas, et d'ailleurs le secrétaire d'État l'a dit, d'autant plus que si les Américains lâchaient les Saoudiens, on a vu que Vladimir Poutine était aux aguets, puisqu'il était prêt à intervenir et récupérer le pays, puisqu'il a dit au sommet de Valdai, qui avait lieu ce week-end, il a dit, écoutez, non, il n'y a rien dans cette affaire de patent, je ne vois aucune raison pour changer mes relations avec l'Arabie saoudite, alors qu'on sait que Vladimir Poutine a eu ce succès incroyable, alors qu'il était opposé dans la guerre en Syrie à l'Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite finançait les rebelles islamistes qui combattaient le régime de Bachar al-Assad, allié de la Russie. Le succès incroyable, c'est que pour la première fois, il y a eu une visite du roi Salman à Moscou, c'était je crois en avril 2017, et donc je pense que ça ne va pas changer les équilibres géopolitiques, simplement l'image de modernisation, l'image favorable qu'essayait de donner... L'image de modernisation, on prend un coup. Est-ce que la politique de modernisation engagée par Mohamed Ben Salman risque d'être justement enrayée par cette affaire, d'être stoppée par cette affaire? Écoutez, on en sait rien. Peut-être qu'il va au Conseil essayer de compenser, donc moderniser davantage pour montrer qu'il est en fait libéral, essayer de faire passer cette affaire en disant ce sont des seconds couteaux qui ont assassiné, il n'avait pas donné de l'ordre. D'ailleurs, c'est le message du ministre des Affaires étrangères saoudien. C'est possible. Alors, est-ce que vous allez croire qu'une opération qui nécessite le meilleur médecin légiste du royaume, 15 tueurs, des colonels, 2 avions privés, n'ait pas eu l'assentiment, le feu vert de MBS? J'ai personnellement de la peine à le croire, mais ce qu'a dit aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères saoudien, c'est qu'il a dit oui, c'est un meurtre, oui, c'est un assassinat, mais MBS n'était pas au courant, c'est pas lui qui a donné l'ordre, et donc ils vont sanctionner les lampistes, c'est commencé déjà, voilà. Il y en a même eu un qui a eu, c'est fâcheux, à peine revenu sur le territoire saoudien, il a eu un accident de voiture et il est mort, figurez-vous. Merci Renaud Girard pour cette précision, et je note donc que vous ne croyez pas à la thèse de l'accident en l'occurrence. Ah non, pas du tout, c'est un assassinat, c'est clair. On parlait justement des premières sanctions contre l'Arabie saoudite, en tous les cas des premiers boycotts. Le Quai d'Orsay, lui, a demandé une enquête diligente et exhaustive, mais sans attendre. La France, elle, par la voix de Bercy, a annoncé ses premières mesures. Je vous propose d'écouter d'ailleurs son chef, le chef de Bercy, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Non, je n'irai pas à Riyad la semaine prochaine. Le président de la République l'a dit très clairement, ces faits sont graves et nous voulons savoir toute la vérité. Donc vous boycottez ce rendez-vous? Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que je me rende à Riyad, à un forum des investisseurs. J'ai appelé hier mon homologue saoudien pour l'avertir que je ne participerai pas à ce forum. Justement, il y a une question qui est posée relativement autour de ces questions de boycott. Ce sont les intérêts économiques qu'il y a, notamment Xavier qui nous dit, en réponse à la question Twitter, il faut assumer de vendre des armes sans se cacher derrière son petit doigt. Chacun sait que l'Arabie saoudite n'est pas une gentille démocratie. Oui, l'Arabie saoudite n'est pas une gentille démocratie, elle ne l'a jamais été. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui c'est pire que ça n'a jamais été, à la fois parce qu'il y a la guerre au Yémen qui a été évoquée. On a quand même un pays qui provoque chez son voisin une catastrophe humanitaire d'une ampleur inégalée, le retour du choléra. Je veux dire, on est quand même dans un contexte qui est quand même très très dur humainement, parce que la répression en interne a atteint des sommets que l'Arabie saoudite n'avait pas connus. Donc voilà, et puis parce que le pays est dirigé par un homme qui
qui est impulsif et qui n'est probablement pas un partenaire fiable. Parce que c'est ça, en fait, ce dont il faut s'inquiéter. C'est que même si on se dit cyniquement... Pourquoi il n'est pas fiable ? Parce qu'il prend des décisions qui sont irrationnelles. En tout cas, là, on a un mélange de cynisme et d'amateurisme qui est tout à fait effarant. Enfin, je veux dire, si tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on croit savoir et qu'on croit de plus en plus vrai, en tout cas qui semble de plus en plus vrai, sur le meurtre de Jamal Khashoggi s'avère être ce qui s'est vraiment passé, là on est face à un mélange de cynisme et d'amateurisme qui est tout à fait effrayant. C'est pour ça aussi que l'affaire suscite autant d'attention. C'est qu'on n'arrive pas à y croire, c'est invraisemblable. Et si vous avez un pays... ou bien c'est un menteur, ou bien c'est un incompétent, si vous voulez. Ou bien, parce ils ont dit, les Saoudiens quand même, ont dit, non, il ne s'est rien passé, il est sorti du consulat. Alors, si celui qui a le pouvoir n'est pas au courant de ce qu'ont font ses propres troupes avec ses propres avions et ses propres médecins légistes, c'est quand même d'une incompétence grave. Ou sinon, c'est ce que Stéphane Lacroix disait, il a menti, et donc il nous a menti. Il a menti à Trump, il a menti à Pompeo, quand Pompeo est venu le voir, et donc, si c'est un menteur, il n'est pas fiable. Sophie, une question à laquelle vous pourrez peut-être répondre, elle est posée par Claude. Les intérêts économiques des pays occidentaux avec l'Arabie saoudite entravent-ils l'enquête ? C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait craindre, étant donné que des pays comme la France ou les États-Unis n'ont pas demandé d'enquête internationale indépendante et que pour le moment, les enquêtes sont faites par des pays qui ont des services de renseignement, qui peut-être vont parler avec des services de renseignement d'autres pays qui ont des intérêts économiques avec l'Arabie saoudite, qu'il va y avoir des arrangements qui vont être trouvés et que le public n'en saura jamais rien. Plausible ? C'est tout à fait possible. En effet, il y a trop de gens qui ont un intérêt dans cette affaire. Je veux dire, d'abord, il est évident que les pays occidentaux aimeraient revenir à la normale parce qu'ils ont besoin de faire du business as usual avec l'Arabie. Donc on voit dès le début, en fait, une double tendance. D'un côté, d'essayer de dégonfler l'affaire parce qu'on a besoin de revenir à nos relations économiques habituelles avec l'Arabie. Puis de l'autre, il y a une émotion qu'on ne peut pas faire taire complètement. Donc c'est ce qui explique, à mon avis, aussi les allers-retours de Trump, hein, qui un coup tape sur MBS, le lendemain dit finalement non, la version est crédible, le lendemain retape. Je crois que ces contradictions, elles sont dans notre position politique par rapport à l'affaire, et elles sont liées aussi à ces intérêts économiques. Et puis les pays, que ce soit la Turquie, par exemple, qui est quand même en première ligne, c'est un pays qui, de toute façon, lui, essaye de tirer des dividendes politiques aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une affaire qui, finalement... Qu'est-ce que peut avoir, justement, le fait que cette affaire se soit passée en Turquie? Quel effet ça peut avoir sur les relations entre l'Arabie saoudite et la Turquie? Si vous voulez, vous avez, en fait, ces deux puissances sont en concurrence pour le leadership du monde sunnite. En fait, lorsqu'on étudie le Moyen-Orient, on insiste beaucoup, et peut-être un peu trop, sur le schisme entre les sunnites et les chiites, c'est-à-dire entre l'Arabie sunnite et l'Iran chiite. Mais en fait, au sein même du monde sunniste, vous avez deux axes. Vous avez l'axe saoudien, égyptien, émirati, puis vous avez le petit axe Turquie-Qatar. Et là, qui sont plus proches des frères musulmans, alors qu'évidemment les frères musulmans sont détestés par la monarchie wahhabite. Et vous avez là la Turquie qui marque un point. Et l'affaire n'est pas terminée parce que demain, mardi, Recep Tayyip Erdogan, le président turc omnipotent, nous a promis un discours où il allait révéler tous les détails. Et si les détails sont affreux, ça va évidemment relancer l'affaire. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Sophie, l'ONU peut-elle vraiment demander une autopsie du corps? C'est ce que nous demande Mamo. S'il y a une enquête qui est diligentée, elle pourra le demander, mais il faudrait que les pays concernés l'acceptent aussi. On a vu des enquêtes internationales, hein, notamment sur la mort de Rafik Hariri. Là, il y avait des tribunaux spéciaux qui ont été créés et donc qui ont diligenté l'enquête. Est-ce que c'est par exemple ça que vous demandez pour Jamal Khashoggi? Oui, tout à fait. Sur les relations turco-saoudiennes, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Renaud? Absolument, je partage. Et l'une des raisons pour lesquelles, si vous voulez,
la Turquie, pour le moment, s'exprime par la voix de ses services et que Erdogan est en fait très prudent. Hein. Demain, c'est la déclaration annoncée de demain, c'est la première vraie déclaration. Il va s'exprimer sur le fond de l'affaire. Pour le moment, il se contente de s'exprimer de manière très générale et il laisse ses services faire filtrer des informations aux journaux. La raison pour laquelle il fait ça, c'est que la Turquie, depuis 2 semaines, fait chanter l'Arabie Saoudite avec cette histoire. La Turquie a des choses et on imagine que dans les discussions entre officiels saoudiens et officiels turcs, on discute de, voilà, qu'est-ce que vous nous donnez si on étouffe l'affaire. Et les Turcs ont besoin des Saoudiens en particulier, là encore, pour la même raison que tout le monde, c'est-à-dire pour des raisons économiques. L'économie turque aussi ne se porte pas très bien. Les Saoudiens ont les moyens d'investir en Turquie. Et il n'est pas impossible que cette affaire finisse par se dégonfler parce que les Saoudiens auront promis aux Turcs tant d'investissements ou telle autre chose. Et donc les Turcs vont faire dégonfler l'affaire. Et les Turcs, pour le moment, n'ont pas encore tout à fait décidé quelle ligne ils allaient choisir. Demain, peut-être qu'avec la déclaration d'Erdogan, on en saura plus. On en saura un petit peu plus. Justement, c'est l'une de vos craintes, ça, Sophie, que la vérité et l'enquête soient enterrées, sacrifiées sur l'autel des relations turco-saoudiennes? Clairement, c'est une crainte. Alors là, c'est une affaire qui a fait énormément de bruit, mais le nombre de violations contre les journalistes, d'emprisonnement, d'assassinats dans la région pour lesquelles on n'a jamais eu d'explication, est assez faramineux. Et d'ailleurs, on peut saluer tout le travail qui est fait par Erol Anderoğlu, qui est l'un des responsables de RSF en Turquie, qui l'a payé de sa liberté à de nombreuses reprises. Une autre question d'ailleurs, est-ce qu'on a vu des cas similaires avec la Chine ou la Russie? Question de JC. Faudra demander à mes collègues. Moi, je ne suis pas une experte de la Chine et de la Russie. Sur des disparitions de journalistes entre la Chine et la Russie, est-ce qu'on a il y a eu des campagnes internationales, notamment pour ce dissident là qui a été prix Nobel d'ailleurs de la paix, je crois, voilà. Et donc les Chinois quand même ont fait très attention, si vous voulez. D'abord, ils ne l'ont pas coupé en rondelles, ils ne l'ont pas assassiné. Ils sont plus subtils, les Chinois, lorsqu'il y a une personnalité comme ça, très connue, ou Khashoggi était très connu parce qu'il avait tout ce réseau de journalistes et qui s'exprimait dans un des plus grands journaux américains. Il avait le réseau des journalistes américains et le réseau Frères musulmans. Et alors donc les Russes et même les Russes à l'égard des dissidents, par exemple, ils ont un dissident assez connu qui s'appelle Navalny. Alors il fait 15 jours de prison, etc. Il n'a pas le droit de se présenter aux élections présidentielles. Mais les Russes font attention. Non, les Russes et même les Chinois, qui sont encore plus... le régime russe est plutôt un régime autoritaire, alors que le régime chinois vire vers le régime totalitaire. Ils sont plus subtils. Là, c'est un manque de subtilité et de raffinement. Enfin, c'est une barbarie, il faut dire les choses comme elles sont, qui est quand même rare, quoi. Et je termine avec une autre information, puisqu'on parle justement de la liberté de la presse. C'est Élise Vincent du Monde qui a eu le prix Albert Londres, qui est décerné aujourd'hui à Istanbul, justement, en Turquie. Prix qui a été délocalisé là-bas, justement, pour sensibiliser au problème de la liberté de la presse. Félicitations donc à notre consoeur. André nous disait, c'est ce pétrole qui donne la grosse tête à l'Arabie Saoudite et l'a fait commettre des ingérences. C'est un peu grossier, mais c'est assez juste. Oui, c'est pas que le pétrole. Je veux dire, le pétrole, il y a 1000 manières d'utiliser le pétrole. La Norvège est un pays pétrolier, je veux dire, donc c'est pas... Elle a des fonds souverains également. C'est pire qu'une ingérence. Une ingérence, c'est quand vous vous retirez. Une ingérence, c'est une guerre, si vous voulez, qui continue depuis 3-4 ans. Quand vous bombardez, vous rasez des écoles, des quartiers entiers, c'est plus qu'une ingérence, c'est une guerre, quoi. Et il y a le leadership, effectivement, le leadership du monde sunnite et le leadership religieux qui rentrent en ligne de compte. C'est ça, il y a une compétition politique à l'échelle internationale et à l'échelle domestique, parce que voilà, MBS contre tous les autres. Donc c'est tout ça qui explique cette violence, à mon avis. Et donc ça fera des épisodes encore à suivre. Merci pour toutes ces précisions. Les islamistes saoudiens, une révolution manquée, c'est un de vos livres, c'est au PUF. Hein. Sans photo pour la liberté de la presse, c'est bien sûr à avoir dans sa bibliothèque, c'est chaque année, Reporters sans frontières. Et puis, il faut également avoir dans sa bibliothèque, il faut le lire également, Quelle diplomatie pour la France ? C'est aux éditions du Cerf et c'est signé de Renaud Girard. Faut-il sanctionner l'Arabie Saoudite ? C'est la question qu'on vous posait sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Et c'est un oui à 86%. Merci d'avoir pris part au vote, merci d'avoir participé à cette émission. Ne vous inquiétez pas, on en fera d'autres. On continuera à suivre cette histoire. En attendant, vous restez sur Figaro Live.
Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes et l'invité du talk, Yves Tréhard. Et ce soir, vous retrouvez Point de vue, ici même avec Guillaume Roquette. Et ensuite, audition publique, le rendez-vous avec Public Sénat, la chaîne parlementaire et l'AFP, l'invité et Benoît Hamon.